Alors que la Seconde Guerre mondiale entrait dans ses dernières années, le cuirassé se retrouvait à la fin d'un cycle de conception de près d'une décennie qui avait vu son profil de mission changer de manières qui n'avaient probablement même pas été vues pendant la période entourant le lancement du His Majesty's Ship Dreadnought, du moins en termes de rapidité de ce changement. En 1935, le cuirassé était censé être un navire de 35 000 tonnes armé de canons de 14 pouces, fortement réglementé par traité, et tout en reconnaissant la menace aérienne, cette dernière était généralement limitée en réponse à une batterie de canons anti-aériens lourds à usage unique ou double, dans lesquels il s'est avéré que les gens avaient placé beaucoup trop de foi avec la technologie disponible à l'époque, accompagnée d'une poignée de mitrailleuses et de canons automatiques légers et moyens de proximité. Engager l'ennemi signifiait utiliser des télémètres optiques pour mettre un œil humain marque premier sur la cible et transmettre ces données à des ordinateurs électromécaniques. Peu de temps après, le système de traité s'est effondré et la fin des années 30 a été consacrée à l'escalade du calibre des canons à l'ajout du nouveau radar qui pouvait d'abord repérer les avions, puis a été utilisé pour repérer les navires, avec quelques esquisses faites pour des navires qui dépasseraient également de manière significative l'ancienne limite du traité pour la taille, ou dans certains cas, dépasser encore plus ses limites. Le début des années 1940 a vu le radar passer de la simple détection à la capacité de guider un engagement. Les systèmes de contrôle de tir étaient entrés dans le domaine de la capacité à engager des cibles, peu importe les virages et les tours du navire ou quel que soit le temps. Les batteries secondaires et anti-aériennes avaient été mises en réseau, la mitrailleuse avait disparu et un grand nombre de canons automatiques anti-aériens de divers calibres étaient apparus. Des conceptions, et dans certains cas des navires bien supérieurs à 35 000 tonnes, avaient été réalisés. Et l'avènement des missiles guidés et des roquettes signifiait que les brouilleurs et plus tard les canons anti-aériens, lourds à chargement automatique, avaient commencé à se disputer l'espace sur les ponts et les superstructures. L'essor du porte-avions avait vu la mort des dernières notions de cuirassé rapide et lent dans les anciens termes. Maintenant, un navire qui pouvait atteindre 28 nœuds, précédemment la marque d'un cuirassé rapide, était à peine viable. 30 nœuds ou plus était presque un minimum pour entrer. Et bien que le cœur d'un cuirassé reste ses gros canons et son blindage, une part beaucoup plus importante de son déplacement était consacrée à faire face à d'autres menaces, torpilles et mines sous-marines, ainsi qu'à toutes sortes de menaces aériennes entrantes. Auparavant considérés comme des plateformes d'artillerie mobiles cherchant à décider des campagnes ou même des guerres en quelques heures furieuses de bataille, le cuirassé moderne de 1944 et 1945 était maintenant quelque chose de plus proche d'une forteresse mobile qui devait résister à un siège prolongé venant de tous les angles, et ce siège pourrait durer des jours, voire des semaines. Les cuirassés qui avaient ou allaient entrer en service à la fin de la guerre ou dans la période immédiate de l'après-guerre, les Iowa, Vanguard, le Jean Bart reconstruit, étaient encore des reflets de la conception des cuirassés de 1940. Quelque peu adapté dans les détails pendant la construction et, dans le premier cas, le service pendant la guerre, mais avec la classe Lion au Royaume-Uni ayant été annulée et les Montana aux États-Unis subissant le même sort, la question demeure, y avait-il quelque chose de prévu ou envisagé en termes de construction de cuirassés qui post-datent ces navires? La réponse est oui. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans certains cas par la suite, il y avait encore des travaux de conception en cours pour la prochaine génération de cuirassés, mais par rapport à l'avant-guerre, le nombre de nations entreprenant ce travail était beaucoup réduit. L'Italie s'était formellement retirée de la guerre en 1943, bien que le territoire lui-même ait continué à être un champ de bataille pour pratiquement le reste du conflit, avec certaines forces italiennes continuant à se battre de part et d'autre selon leur alignement politique. Ainsi, aucun travail n'avait été effectué dans les dernières étapes de la guerre. Et après la guerre, l'économie avait presque été physiquement détruite, tandis que les bouleversements politiques dans les années immédiatement après la guerre, accompagnés des conditions de paix des Alliés, signifiaient qu'il n'y avait aucune chance que l'Italie construise de nouveaux navires de guerre d'une échelle particulière.
L'Allemagne, en dehors des rêves fiévreux des esquisses H-42 à H-44, qui étaient plus destinés à faire en sorte que leurs concepteurs semblent suffisamment occupés pour ne pas être envoyés sur le front de l'Est que toute autre chose, n'avait pas sérieusement envisagé de nouveaux designs de navires de guerre pour la majorité de la guerre et après la guerre. Le pays était en train d'être divisé par les alliés victorieux, il n'y aurait donc pas de travail de conception de cuirassés ici. Le Japon avait été réduit à être largement en feu et dernièrement légèrement radioactif. Le nombre de grands navires de guerre survivants qui restaient à la marine impériale japonaise aurait pu être compté sans aide par les doigts restants de l'amiral Yamamoto s'il avait survécu à la guerre. Et ces quelques navires allaient être emportés pour la ferraille ou les tests de bombes atomiques assez rapidement avec une force d'occupation américaine déjà dans le pays et une nouvelle constitution qui renonçait à la guerre et à la force militaire en général. Il n'y avait aucune chance de voir apparaître un nouveau design de navire de guerre, encore moins un cuirassé de ce côté-là. La France avait été du côté des vainqueurs, mais avec diverses parties d'elle ayant été sous occupation allemande pendant diverses périodes avant de devenir la ligne de front pour une grande partie de la campagne en Europe de l'Ouest du jour J, presque jusqu'à la fin de la guerre, elle n'était également pas en état d'envisager de nouveaux navires de guerre et se consacrerait plutôt à la finition et à la réparation des coques existantes pendant un certain temps. Il restait donc trois grandes marines, l'américaine, la britannique et la soviétique, cette dernière arrivant quelque peu tardivement dans le jeu en tant que grande marine. Les trois examineraient le potentiel de nouveaux cuirassés, mais aucun ne serait jamais construit. Il est néanmoins instructif d'examiner les programmes de chaque nation respective et de comprendre pourquoi le cuirassé, en tant que projet de conception en cours, a péri dans les flammes de la Seconde Guerre mondiale, même si certains exemples déjà terminés continueraient à rendre de bons services pendant des décennies à venir. Les conceptions de cuirassés américains après l'annulation des Montanas se composaient principalement de deux courants de travail. Le premier consistait en fait à continuer avec diverses modifications à la disposition de la classe Montana, car les navires en construction avaient été annulés en juillet 1943, mais cela était 2 ans après qu'ils étaient censés avoir été posés. Et dans l'intervalle entre ces deux dates, l'expérience de guerre avait été apportée pour voir ce qui aurait pu être changé si les navires avaient été redémarrés. Nous allons d'abord examiner cette ligne de pensée. La marine américaine avait conclu qu'avec le déclenchement de la guerre, les nations ennemies arrêteraient probablement de construire des cuirassés ou tout au moins, elles arrêteraient de développer de nouveaux designs et peut-être juste finir ceux qu'elles avaient déjà commencés. Et donc, la ceinture d'armure du Montana qui était conçue pour résister aux canons de calibre 16 pouces 50 tirant des obus super lourds à des portées de combat normales pourrait en fait en faire un peu trop en gardant à l'esprit que nous sommes en 1942 et que le fait que les Yamato montaient des canons de 18,1 pouces n'avait pas encore été tout à fait réalisé. Inversement, une grande et inquiétante variété de bombes semi-perforantes et perforantes, larguées par air de taille de plus en plus préoccupante, étaient vues en déploiement sur le théâtre européen et également sur le Pacifique, les Japonais adaptant des obus de 16 pouces en bombes perforantes à Pearl Harbor. 2 options ont été suggérées, le point de départ étant bien sûr la ceinture d'armure de 16 pouces et les environ 6 pouces de pont d'armure principal sur le design original. La première option était de réduire l'armure de la ceinture à 12,1 pouces, c'est-à-dire revenir à la ceinture qui se trouvait sur la classe Iowa, puis utiliser le poids économisé pour ajouter à l'armure du pont. Les Montana avaient un pont à bombe mince conçu pour initier des projectiles largués par avion qui étaient bien au-dessus du pont principal blindé. Y compris les plaques de pont en acier STS elles-mêmes, ainsi que les plaques d'armure laminées placées au-dessus d'elles, cela, plus le pont principal blindé, représentait environ 9,3 pouces de métal pour une bombe avant qu'elle ne parvienne à atteindre un endroit particulièrement vital. Cependant, en raison des faiblesses de la stratification, cela a été calculé comme étant équivalent en termes balistiques à environ 7,3 pouces, ce qui n'était pas beaucoup plus que la dalle de 6 pouces qui constituait la plaque d'armure principale du pont. On peut voir à quel point la surface blindée du pont est plus grande que la surface de la ceinture en réduisant cette dernière de 4 pouces.
vous ne pouviez acheter qu'une augmentation approximative de 1,1 pouce de l'épaisseur totale physique du pont pour le même poids et environ une augmentation d'1 pouce de l'épaisseur équivalente balistique, cela allant à 10,4 pouces d'acier réel, qui était équivalent à 8,3 pouces de plaques solides respectivement. La deuxième option était de partager la différence entre le schéma de protection de l'Iowa pour la ceinture et le schéma original du Montana et d'opter pour une ceinture de 14 pouces, l'augmentation résultante de l'armure du pont étant balistiquement équivalente à environ 8 pouces de métal au lieu de 8,3 pouces avec l'option 1. Chaque option semble avoir principalement mis l'accent sur l'augmentation de l'épaisseur du pont de bombe, car des bombes plus lourdes auraient besoin de cette couche pour résister davantage afin de les initier en premier lieu. Garder le pont de bombe tel qu'il était contre une bombe perforante lourde aurait relativement peu d'effet sur la dite bombe et laisserait donc le pont principal de l'armure s'en occuper presque comme si le pont de bombe n'avait pas été là du tout. Cependant, rien n'est sorti de ces idées et certains des derniers travaux enregistrés, du moins à ma connaissance jusqu'à présent, cherchaient à essayer d'améliorer la puissance de feu antiaérienne du navire. Cela consistait à allonger et donc à alourdir la coque du Montana, mais sans augmentation substantielle de la machinerie, ce qui aurait réduit sa vitesse maximale à environ 27 nœuds. L'idée semble avoir été d'essayer de rassembler tous les canons anti-aériens lourds à double usage sur un seul niveau, tout en maintenant de bons arcs de tir qui permettraient alors à l'armement Bofors de 40 mm d'être sur un niveau un pont plus haut. Cela aurait permis de placer les montures de 5 pouces plus haut dans le design original et d'améliorer les arcs de tir des Bofors de 40 mm. 3 options ont été envisagées. La première consistait simplement à allonger le navire puis à envisager de changer la batterie secondaire pour avoir soit 8, 6 ou même aucun montage jumelé de 54 pouces avec les réductions étant payées par des augmentations aux 40 mm du navire et l'armement de 20 mm, en gardant à l'esprit qu'en 1942, lorsque ce travail a été initialement entrepris, le 20 mm Oerlikon était encore considéré comme une arme anti-aérienne viable, contrairement à 1945. À ce moment-là, le 40 mm Bofors était à peu près le prix d'entrée minimum pour une défense anti-aérienne sérieuse. La prochaine option a supprimé la tourelle de tir super arrière, réduisant l'artillerie principale à 9 canons, l'espace résultant étant utilisé pour répartir encore plus les mêmes options de batterie secondaire que dans le premier cas, améliorant ainsi leurs arcs de tir. Et la dernière option était l'option à 9 canons, mais avec une partie de l'espace de coque interne grâce à l'allongement du navire, consacré à un peu plus de machinerie pour essayer de récupérer une partie de la vitesse. Mais il semble que c'est à peu près tout ce qu'il en était des Montana, car tout travail sur eux semble avoir cessé avec la décision de juillet 1943 de les annuler. L'autre, beaucoup plus long, flux de travail s'est concentré sur la classe Iowa, non pas les 4 qui entreraient réellement en service, mais l'Illinois et le Kentucky inachevés, ou peut-être même leurs successeurs. Il y a quelques mémos et notes suggérant qu'en 1944, une certaine réflexion était accordée à une conception améliorée de l'Iowa, visant principalement à corriger quelques défauts de conception qui avaient été trouvés dans la classe originale et qui n'avaient pas pu être corrigés avec l'Illinois et le Kentucky légèrement révisés. La vitesse des navires et donc leur capacité à suivre le rythme des groupes de porte-avions étaient considérés comme favorables, mais cela semble avoir été à nouveau, en attente de documents supplémentaires potentiellement à venir, un travail largement spéculatif. La prochaine étape est survenue après la guerre, et la plupart de ces efforts se concentreraient sur le Kentucky. La première vague de conception prévoyait de remplacer les tourelles de 16 pouces par des canons de 8 pouces à chargement automatique comme sur les croiseurs de la classe des Moines. Pour éviter la répétition, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite précédemment sur exactement ces idées. Il y a un lien dans la description ci-dessous et peut-être, si je me souviens de le mettre, quelque part sur l'écran également. Maintenant, en plus de simplement coller un tas de canons de 8 pouces à la place des armes de calibre 50 de 16 pouces, il y avait aussi l'idée d'un obus sabot de 4 pouces avec une fusée attachée à celui-ci,
qui pourrait être chargé comme une sorte de projectile anti-aérien à ultra longue portée, ce tour étant équipé d'un fusible de proximité. Quelqu'un a également proposé l'idée d'un autre type de canon principal. Le calibre est un peu flou, mais l'idée était de revenir un siècle en arrière pour faire du canon un canon à âme lisse, qui tirerait alors l'évolution logique du projectile sabot de roquette mentionné ci-dessus, un missile guidé lancé par canon, éventuellement aidé dans les cieux par une sorte de petite charge, s'il pouvait faire survivre le système de guidage sur le missile à l'accélération soudaine. Ces plans ont tous été largement abandonnés, presque aussi vite qu'ils ont été générés, à peine sortis du stade de l'esquisse sur une serviette. Le dernier souffle de la conception des cuirassés, par opposition à un plan un peu douteux à la fin des années 50, pour insérer presque la puissance d'un porte-avions de classe Nimitz dans un cuirassé de classe North Carolina et ou de classe South Dakota pour voir si vous pouviez le faire atteindre 31 nœuds, était une idée de 1955 pour un groupe de bataille d'un seul navire. Cela consistait à remplacer la tourelle arrière par un ensemble de lanceurs pour un certain nombre de missiles de croisière à tête nucléaire Regulus II. 4 des montures de 5 pouces seraient remplacées par des missiles surface-air Terrier ou Talot et les installations anti-aériennes légères et moyennes seraient supplantées par 10 montures automatiques jumelles de 3 pouces. Oh, et bien sûr, puisque nous étions dans les années 50 et que le nucléaire était apparemment à la mode, les canons de 16 pouces pourraient tirer des obus nucléaires et les missiles Talos pourraient également avoir des têtes nucléaires en option. Mais croyez-le ou non, ce n'était pas l'option la plus nucléaire. Le dernier souffle de cette ligne de pensée consistait essentiellement à vider la coque puis à installer un magasin avec 16 missiles balistiques nucléaires à carburant liquide qui seraient tirés un à un par une immense tour et une grue installée au milieu des navires. Les tourelles avant et arrière seraient remplacées par 4 lanceurs Talos jumelés, possiblement à pointe nucléaire, et une douzaine de lanceurs Tata jumelés sur les côtés. On suppose que ces derniers seraient conventionnellement pointus, mais seulement parce que les grosses ogives nucléaires ne rentraient pas et que personne n'avait pensé à coller des ogives Davy Crockett dessus, puis à fixer des clous à l'extérieur pour obtenir des effets de shrapnel à base de plasma. L'autre option, qui, croyez-le ou non, était en réalité un peu plus saine, n'avait que 2 lanceurs Talos jumelés, 4 lanceurs Terrier jumelés et 4 canons anti-aériens automatiques de 3 pouces jumelés pour la défense, et cela n'avait qu'une douzaine de missiles balistiques à portée intermédiaire à pointe nucléaire à bord, mais cette fois-ci, ils étaient dans 2 rangées de 6 tubes de système de lancement vertical qui s'étendaient de l'avant à l'arrière du milieu du navire derrière la superstructure. L'ajout de la ferme de missiles réduisait la vitesse du navire à un peu plus de 27 nœuds car les espaces de machinerie avant étaient supprimés pour faire place aux missiles balistiques. Une version réduite de l'idée de Regulus a également été proposée, tout comme une idée de navire à missiles mise à jour ou 8 missiles Polaris avec des systèmes de carburant solide un peu plus rassurants seraient placés plus à l'arrière que les options à carburant liquide avec Anti-Submarine Rocket, TALOS et d'autres systèmes installés ailleurs. Mais avec la mort de ces idées, à la fin des années 50, la ligne de développement continu des cuirassés américains a été discrètement emmenée à l'arrière et a reçu le traitement du vieux Yeller. Diverses idées reviendraient dans les années 70 pour transformer l'United States Ship New Jersey en la plus grande plateforme Aegis du monde, et plus tard en porte-avions de combat, par exemple, mais cela dépasse largement le cadre de la chaîne. Cela dit, l'ampleur des efforts britanniques semble maintenant relativement modeste en comparaison. Bien qu'il n'y ait pas manqué de folie dans certaines de leurs propositions, ce n'était tout simplement pas aussi instantanément ensoleillé dans une boîte. Pendant la guerre, les Britanniques avaient continué à mettre à jour le design de la classe Lion dans l'espoir de relancer un jour la production, au cours de laquelle il avait grandi d'un design de 40 000 tonnes à environ 45 000 tonnes, et ils avaient appliqué certaines des leçons de ces redesigns à la construction intermittente de Vanguard. Mais en 1944, les planificateurs ont commencé à regarder vers l'avenir.
Les précédents systèmes de protection de pont avaient été conçus pour résister à une bombe de 1000 livres, ce qui était une supposition assez raisonnable à une époque où les seuls bombardiers en piqué transportant quelque chose dans cette gamme de poids étaient les Dauntlesses de la marine américaine. Mais au fur et à mesure que la guerre avançait, les Allemands attachaient des charges de bombes de plus en plus improbables aux pauvres Stuka, même au point où des quantités significatives de carburant et tout le mitrailleur arrière devaient être laissés derrière. Et plus tard, ils avaient déployé, en utilisant des avions légèrement plus capables, un nombre limité de bombes perforantes assistées par fusées pesant jusqu'à 4000 livres, et bien sûr, le Fritz X guidé par radio d'environ 3000 livres. Cela nécessiterait beaucoup plus d'armure de pont. On a calculé que le pont principal devait avoir une épaisseur d'au moins 7,5 pouces si vous vouliez repousser une bombe de 4000 livres. Mais contrairement aux plans américains qui semblaient se concentrer sur les menaces aériennes, principalement sous forme de bombes, les torpilles étant traitées séparément par le système de défense contre les torpilles, les Britanniques s'étaient typiquement inquiétés d'une arme qu'ils avaient eux-mêmes inventée, sur le principe que s'ils pouvaient l'inventer, sûrement que n'importe qui d'autre le pourrait aussi. Pendant la guerre, ils avaient équipé certains des fusées RP-3 assez distinctives avec des ogives solides. Ces roquettes étaient conçues pour résister à l'entrée dans l'eau, permettant aux avions de cibler les sous-marins U-boat en plongée peu profonde, par exemple s'ils étaient surpris en train de faire de la plongée avec tuba. Les trous résultant que les roquettes ont percés dans la coque ne couleraient pas immédiatement le sous-marin, mais le forceraient à faire surface ou à risquer d'être coulé par une inondation continue. Mais en utilisation, ils ont remarqué qu'au temps où plus de coups étaient marqués par des roquettes qui étaient en fait tombées un peu court, pour diverses raisons compliquées liées à l'hydrodynamique et aux projectiles entrant dans l'eau à grande vitesse, à un angle depuis l'air, les roquettes qui touchaient l'eau avaient tendance à se diriger vers le haut jusqu'à ce qu'elles se déplacent presque à niveau. Cela permettait donc d'attaquer plus facilement les navires. Un coup direct était après tout un coup direct, mais si vous déclenchiez la salve de roquettes un peu plus tôt que d'habitude, cela signifierait que toutes les roquettes courtes pourraient bien percer des trous dans la cible sous la ligne de flottaison, et peut-être, si vous visez une grande cible, même sous l'armure. À la fin de la guerre, cette idée avait été développée pour créer la bien plus grande roquette Uncle Tom, qui mesurait environ 11 pouces de diamètre et était chargée d'une tête d'explosion assez lourde derrière une pointe semi-perforante. Elle était juste un peu plus petite que l'américaine Teeny Tim et était spécifiquement conçue pour exploiter ce profil d'attaque sous-marin. L'idée serait plus tard développée dans la roquette Red Angel, encore plus rapide, qui avait la même idée de mission mais avec des cibles plus grandes en tête. Les concepteurs de la Royal Navy devaient désormais se préoccuper de l'utilisation potentielle d'un projectile de roquette sous-marin à haute vitesse avec une charge militaire de 100 livres contre eux. En plus d'une sorte de défense physique contre ces roquettes, pour essayer de gérer les avions eux-mêmes qui pourraient transporter les roquettes ou tout autre type de munitions, la batterie à double usage lourde sur l'itération actuelle du design du cuirassé a été changée de 5,25 pouces à la nouvelle monture carrée jumelle de 4,5 pouces, comme on en trouve dans des choses comme le destroyer de classe Daring, qui offrait 3 fois le taux de tir du 5,25 pouces si le système de chargement automatique décidait de fonctionner ce jour-là, mais même si vous le chargiez à la main, vous obteniez toujours une augmentation de 50% du taux de tir. La taille plus petite de la monture signifiait également qu'une douzaine d'entre elles pouvaient être transportées au lieu des 8 jumelles de 5,25 que l'on pouvait trouver sur le King George V et le His Majesty's Ship 5 en guard, donc nettement plus d'obus dans l'air. Les 20 mm Oerlikon seraient complètement supprimés en faveur de montages Bofors de 40 mm sextuple, chacun avec son radar de télémétrie et des liens avec le contrôle central du tir. Mais alors que la marine américaine devait lutter contre la largeur des écluses du canal de Panama comme principal antagoniste pour la taille des navires, les Britanniques avaient un problème plus fondamental. Une limite de taille a été imposée de 840 pieds par 118 pieds. C'était considéré comme le plus grand navire qui pouvait être confortablement entretenu dans les chantiers navals à travers l'Empire. Des docks plus grands existaient, Oud avait bien 860 pieds après tout, mais ils n'étaient pas courants.
pour accueillir tous les nouveaux choix d'armement, plus bien sûr les tourelles de canon de 16 pouces triple, potentiellement avec un chargement automatique partiel pour réduire le temps de rechargement à une vingtaine de secondes fiable, on a calculé qu'il fallait un navire de juste plus de 50 000 tonnes de déplacement standard si vous vouliez atteindre 28 nœuds lorsque le navire était entièrement chargé, mais tout juste sorti du dock avec une coque de 830 pieds de long. Mais bien sûr, l'endurance souffrirait plus le navire resterait en mer et plus la coque deviendrait sale. Pour installer plus de puissance pour surmonter cela et porter l'endurance à 6000 milles nautiques à 25 nœuds dans les eaux tropicales pendant que le navire était fortement encrassé et profondément chargé, il faudrait presque 3000 tonnes supplémentaires. Pour augmenter cette portée de 6000 milles nautiques, dans le pire des cas, jusqu'à être accompli à 28 nœuds, signifiait assez de puissance pour donner une vitesse maximale pendant que le navire sortait tout juste du quai à 31,5 nœuds, mais cela poussait le déplacement à 57,5 000 tonnes et aurait besoin de 235 000 chevaux vapeur équivalent à la centrale électrique d'un porte-avions de classe Midway, plus toute la centrale électrique du His Majesty's Ship Dreadnought ajoutée à cela. Encore une fois, en regardant cette condition de pire cas, mais avec une endurance de 6000 milles nautiques accomplie à 30 nœuds, il a été calculé qu'il faudrait un navire de 62 700 tonnes de déplacement standard, un peu plus de 70 000 tonnes lorsqu'il est entièrement chargé, ce qui mettrait le navire à un cheveu de Yamato avec les deux navires à pleine charge. Mais pour atteindre cette vitesse, qui serait évidemment encore plus rapide lorsque le navire serait propre et sortirait tout juste du quai, il faudrait une énorme puissance de 320 000 chevaux vapeur, ou l'équivalent à la puissance moteur du futur porte-avions à propulsion nucléaire Enterprise Carrier Vessel Nuclear 65, plus toute la centrale électrique d'un cuirassé de classe Nelson ajoutée à l'arrière. La question de savoir comment vous alliez transférer cette puissance sur 4 arbres d'hélice était une question à laquelle personne ne voulait vraiment réfléchir. C'était bien sûr presque suffisant pour vous faire abandonner complètement l'idée de l'armure, puisque traîner 15 pouces d'armure de ceinture et 6 pouces d'armure de pont principal représentait beaucoup de poids, et si vous vous débarrassiez de ce poids, vous pourriez atteindre la vitesse nécessaire sans avoir besoin d'une quantité de puissance aussi folle, et puis, juste pour faire pleurer encore plus les concepteurs, certains, un génie absolu a examiné la bombe Tallboy de 12 000 livres déjà supersonique, l'arme qui avait, rappelons-le, complètement surpénétré à la fois le Tirpitz et les péniches de sous-marins, et a décidé que cela n'était clairement pas assez puissant et ce dont vous aviez vraiment besoin lorsque vous alliez essayer de livrer 2,5 tonnes de Torpex à quelqu'un que vous n'aimiez vraiment pas à très grande vitesse était bien sûr d'attacher un moteur de fusée à l'arrière pour le rendre encore plus rapide et augmenter encore sa pénétration. Essayant d'obtenir au moins une protection contre la plupart des armes, sinon contre les Tallboy activés par l'hyperespace, le directeur de la construction navale est retourné à la planche à dessin et a annoncé qu'il était effectivement possible d'avoir un navire avec une armure complète autour des magasins si vous enleviez quelques pouces de la ceinture et du pont sur la machinerie, et cela pourrait également accueillir toutes les armes et les capteurs que vous vouliez. Vous pourriez également ajouter un système de défense contre les torpilles, capable de faire face à une torpille portant une ogive de 1200 livres, et cela permettait également une cloison de 2 pouces et demi sous la ligne de flottaison qui arrêterait les fusées sous-marines. La vitesse de portée de 6000 milles nautiques ne serait que de 20 nœuds, mais la vitesse maximale serait toujours correcte autour de 30 nœuds en bon état. Vous aviez besoin d'un navire de plus de 300 mètres de long, 36 mètres de large avec un 70 000 tonnes pour accomplir cela. Le fantôme de l'amiral Fisher pointait probablement frénétiquement le His Majesty's Ship incomparable et criait qu'il leur avait dit presque 3 décennies plus tôt. Concluant que cela n'était peut-être pas entièrement réalisable, ils ont essayé de réduire le design en raccourcissant autant que possible la citadelle, mais chaque conception dépassait toujours les 900 pieds. Quelqu'un a brièvement souligné que, puisque les impacts de tir de but avaient été relativement rares par rapport aux impacts de bombes lors de la Seconde Guerre mondiale, et qu'avec les nouveaux systèmes radars, ils pouvaient engager à de longues distances où les impacts sur le pont étaient peut-être de toute façon plus probables,
peut-être que le cuirassé devrait se concentrer sur une protection de ceinture relativement minimale, juste assez pour déclencher de lourds obus avec une belle cloison anti-éclat plus loin pour attraper les fragments résultants. La ceinture repousserait toujours les tirs d'artillerie de croiseurs et de navires plus petits, mais tout ce poids économisé pourrait être mis dans le pont, qui pourrait être rendu épais d'un pied complet. 12 pouces d'acier blindé pour le pont. Ça pourrait stopper même un gaillard propulsé par une fusée. Vu la vitesse à laquelle cette piste s'est tarie, on peut supposer que le concepteur a été rapidement emmené dans une camisole de force et interné. Alors que la Seconde Guerre mondiale commençait à se calmer, une autre missive venue d'en haut suggérait que le design soit à nouveau modifié pour incorporer le nouveau système Guided Anti-Aircraft Projectile ou projectile anti-aérien guidé, que nous appellerions aujourd'hui un missile solaire ou missile solaire. Il a été suggéré que les 12 canons jumelés de 4 pouces et demi devraient être réduits à 8 montures jumelées. Les 4 montures devaient ensuite être remplacées par 4 lanceurs Guided Anti-Aircraft Projectile qui, selon les prévisions, devraient avoir à peu près la même taille et le même poids. Étant donné que le programme Guided Anti-Aircraft Projectile évoluerait inévitablement en Missile Sea Slug, que je pourrais charitablement décrire comme la moitié d'un pylône électrique principal monté sur un cardan essayant de lancer quelque chose qui ressemblait à la tentative d'un homme particulièrement militant dans une cabane de faire une fusée lunaire, et dont le lanceur, le rayon d'explosion et le magasin prendraient une grande partie du volume arrière de plusieurs navires d'escorte de la guerre froide, l'idée que vous pourriez remplacer un montage jumelé de 4 pouces et demi 1 pour 1 avec cette chose était aussi optimiste qu'un homme qui, en voyant l'approche d'un mégalodon particulièrement affamé, a décidé que des bagarres sous-marines résoudraient la situation en sa faveur. Ceci, et gardant à l'esprit qu'à ce stade des procédures, les armées alliées n'avaient pas encore repoussé la Wehrmacht au-delà du Rhin, a provoqué l'abandon total de cette ligne de pensée. Le mois suivant, les choses ont repris avec l'idée de réduire l'armure de ceinture à 10 pouces, de maintenir l'armure de pont à 6 pouces et de maintenir autrement l'armement, peut-être en réduisant le système de défense contre les torpilles pour résister seulement à une ogive de 1000 livres. Sur une taille de navire beaucoup plus petite, cette conception de navire était encore trop grande, mais il s'est avéré que le retrait d'une des tourelles, en tenant compte du cycle de rechargement de 22 secondes attendu, donnerait un tour par minute similaire à 3 triples sur n'importe quel autre navire si cet autre navire était vraiment en train de le faire. Et aussi en enlevant 4 des montures de 4,5 pouces, a réussi à réduire la conception à un peu moins de 47 000 tonnes et 800 pieds de long. Il semblait désormais qu'ils avaient un navire qu'ils pourraient vraiment construire. Mais bien sûr, maintenant qu'ils avaient cela, les concepteurs se sont égarés sur d'autres routes moins fréquentées, envisageant peut-être un obus super lourd plus long, semblable au Mark 8 américain. Cela, on a calculé, ajouterait 2000 tonnes au déplacement si vous vouliez garder le même nombre d'obus dans le magasin parce que vous devriez tout agrandir là-bas. 4000 tonnes supplémentaires seraient ajoutées au design si vous introduisiez un canon de 50 calibres de 16 pouces au lieu de l'arme de 45 calibres de 16 pouces projetée. Finalement, il a été décidé qu'ils resteraient avec l'arme de 45 calibres, mais ils en feraient une. Obus de 16 pouces un peu plus lourd, qui était un peu plus long que celui qu'ils avaient initialement examiné, mais pas aussi long qu'un véritable super lourd. Mais bien sûr, personne ne semble avoir communiqué tout cela en remontant la ligne, et donc lorsque la prochaine exigence de cuirassé a été émise, l'état-major général supposait toujours que le navire aurait 3 tourelles triples et 2 douzaines de canons de 4,5 pouces. Ayant ensuite informé les supérieurs de l'État de ce qui pouvait et ne pouvait pas être construit de manière réaliste, il a été décidé de voir jusqu'où on pouvait descendre et un navire de 35 500 tonnes a été conçu qui utilisait 2 tourelles principales triples et 8 montures jumelles de 4,5 pouces, mais avec des systèmes de défense contre les torpilles et des armures qui ressemblaient plus à la croisière de bataille de renom. Avec quelques modifications pour résister aux fusées sous-marines, la vitesse serait d'environ 29 nœuds et il devrait compter sur l'esquive de tout ce qui serait plus lourd qu'un obus de 18, mais il serait également bon marché. Vous pourriez obtenir 6 pouces d'armure de pont dessus si vous autorisiez le déplacement standard à augmenter jusqu'à 36 800 tonnes, mais aucune des options n'avait de système de défense contre les torpilles significatif à mentionner.
revenant plutôt à une compartimentation massive similaire à celle de l'Italia blindée de 1870. Si vous vouliez monter jusqu'à 37 200 tonnes, vous pourriez récupérer tous les 12 canons jumelés de 4,5 pouces tant que vous mettiez les deux tourelles principales triples à l'avant, ce qui donnait quelque chose qui ressemblait à un Richelieu à prix réduit, mais avec si peu de protection qu'un seul coup de bombe pourrait désactiver toute la batterie principale. Tous ces designs ont été examinés et le Conseil a décidé d'intégrer d'autres idées. Vous pourriez peut-être économiser 4000 tonnes en rétrogradant à des canons de 15 pouces. Vous pourriez mélanger et assortir les caractéristiques de tous ces designs précédents dans une coque de 850 pieds de long, diviser les canons principaux en 3 jumeaux au lieu de 2 triples et pousser la vitesse jusqu'à 32 nœuds et ensuite les choses sont devenues encore plus étranges. Il y avait une suggestion d'éliminer toute l'armure sur la machinerie parce que bien sûr les moteurs ne sont pas vraiment si importants. On leur a également demandé de considérer, qu'en est-il des canons de 14 pouces, des canons de 15 pouces et des canons de 16 pouces, heureusement pas tous sur le même navire, mais dans une variété de configurations jumelles, triples ou quadruples. Et avec tout cela en cours, je trouve quelque peu merveilleux que le directeur de la construction navale de l'époque, Sir Charles Lillycrap, ait réellement atteint l'âge de 79 ans, mourant en 1966, au lieu d'être submergé par l'apoplexie ou la combustion spontanée sur place. La fin de la guerre en Europe est venue avec une combinaison mutante de caractéristiques demandées. Il s'est arrêté sur 2 tourelles triples de 16 pouces montées à l'avant, 12 montures jumelles de 4,5 pouces à l'arrière, 12,5 pouces d'armure sur les magasins, 1 pouce de moins sur la machinerie et 6 pouces et 4 pouces d'armure de pont sur ces 2 zones respectives, avec subdivision et cloison pour résister aux coups de bombe près de la cible et aux roquettes sous-marines, et une vitesse maximale de 29 nœuds sur une coque de 850 pieds de long si vous mesuriez à la ligne de flottaison. On estimait que ce navire déplaçait un peu plus de 45 000 tonnes. Avec un déplacement augmentant rapidement si vous essayez d'aller plus vite, l'amirauté a demandé qu'en est-il de l'utilisation de canons quadruples de 15 pouces au lieu de triples de 16 pouces? À ce moment-là, vous auriez tout aussi bien pu donner l'économie française. Richelieu et Jean Basse achetés, canons secondaires retirés, journée terminée. Néanmoins, le directeur de la construction navale est revenu avec l'information que cela augmenterait le déplacement d'environ 2000 tonnes, car les tourelles plus grandes coûteraient 400 tonnes, et les munitions supplémentaires, la barbette plus grande qui serait nécessaire, etc., constitueraient le reste. C'est presque là que ça s'est terminé. Il y a eu une dernière brève flambée de retour à 3 tourelles de 16 pouces triples, mais à un moment donné, en 1945, probablement une fois que la guerre avec le Japon avait été réglée et que le gouvernement a réalisé à quel point le Royaume-Uni était complètement ruiné, tout semble avoir tranquillement disparu. Au cours du reste des années 1940, de petits travaux optimistes sur les canons de 16 pouces et leurs tourelles triples ont été effectués, principalement sur le principe que, bien que la plupart des travaux sur la conception des cuirassés aient cessé, il n'y avait pas eu de mot officiel que de nouveaux cuirassés pourraient ne pas être demandés, jusqu'à ce que finalement quelqu'un se donne la peine d'émettre le mémo que nous n'allions pas construire d'autres cuirassés en 1949, et que le directeur de la construction navale puisse se consacrer à des activités légèrement moins stressantes, comme frapper des requins, lutter contre des crocodiles et prendre des vacances en Australie avec l'objectif déclaré de toucher le museau de chaque serpent qu'il rencontrait. En parlant d'environnement de travail à haute pression, l'Union soviétique de Staline, le Sovetski Soyouz, ou Projet 23, et ses raffinements et variantes proposées par la suite sont heureusement tous des projets d'avant-guerre et de début de guerre. Mais un cuirassé, contrairement au programme de croiseurs de bataille, tombe dans la période couverte par cette vidéo. Ce serait le Projet 24. Cela avait commencé à la fin de 1940, quand il est devenu clair que les problèmes avec les Sovetski Soyouz avaient conduit à des pages d'encre rouge, et pas dans le bon sens, même dans un système communiste. Pourtant, pensant de manière optimiste que les Soyouz seraient lancés en 1943, il a été décidé d'essayer de repartir à zéro avec une conception vierge qui, en théorie, serait alors prête à utiliser les chantiers navals.
Bien sûr, au lieu d'essayer de construire un navire qui répondait réellement aux spécifications précédentes, les spécifications elles-mêmes ont également été augmentées. Maintenant, le navire devrait se déplacer à 30 nœuds, transporter entre 24 et 32 canons anti-aériens de 4 pouces, plus une douzaine de canons de 6 pouces dans une batterie secondaire divisée. L'armure devrait être améliorée avec un système de défense en couche contre les torpilles, remplaçant le système italien. La coque aurait une protection contre les mines magnétiques et les torpilles, et le complément d'hydravion passerait à une demi-escadrille. Le navire devrait continuer sa route avec tout son chargement. Étant donné que le projet 23 avait manqué des objectifs bien plus modestes, il n'y avait bien sûr aucune pression, n'est-ce pas? Divers plans ont filtré à travers l'environnement de guerre, moins préoccupés par cette vidéo, mais ils ont examiné des configurations de 9 canons ou 12 canons avec des canons de 16 ou 18 pouces et des déplacements allant de 75 000 tonnes à 130 000 tonnes. Cependant, lorsque nous arrivons à la fin de la guerre, nous revenons dans la zone d'étude pour cette vidéo et à ce stade, il était clair que les alliés occidentaux travaillaient sur ou terminaient des navires qu'ils avaient commencé plus tôt dans la guerre. Les Soviétiques ont correctement supposé que Vanguard et Jambar seraient achevés, et moins précisément Guest, Kentucky apparaîtrait également à un moment donné. Il était également clair que personne n'avait de plan immédiat pour essayer de construire quelque chose de particulièrement plus grand, et donc les déplacements à 6 chiffres ont été abandonnés, et il a été décidé que le projet 24 se concentrerait sur un navire qui pourrait battre les Iowas, qui bien sûr étaient notionnellement un peu plus de 45 000 tonnes de déplacement standard à l'époque. Il était donc clair que l'Union soviétique avait besoin de 10 cuirassés de 75 000 tonnes. Bien que la marine soviétique n'en voulait pas vraiment et cherchait à repousser autant que possible leur date de construction notionnelle, le camarade Staline était toujours vaguement épris d'une flotte de surface et dessiner de jolis navires permettait d'éviter le goulag, donc un cahier des charges a été établi pour un navire de 75 000 tonnes avec 9 canons de 16 pouces, 2 douzaines de canons polyvalents de 5,1 pouces, une variété d'armes plus légères, le tout blindé pour résister à des tirs d'artillerie de 16 pouces à des distances de combat raisonnables, ainsi qu'à une bombe de 2200 livres larguée de 10 000 pieds, bien que la manière de toucher un navire à cette altitude n'ait jamais été vraiment discutée, et il était également censé être protégé contre une torpille portant une charge militaire de 2000 livres. Le navire devait pouvoir atteindre une vitesse de 30 nœuds. Puis c'était l'heure de changer de place. Le bureau de conception des cuirassés a été réaffecté à la production en série de petits navires, tandis que le bureau de conception des croiseurs et destroyers a été chargé de concevoir des cuirassés et de poursuivre les projets de croiseurs en cours. En 1948, une partie du personnel a été détachée pour travailler sur le projet 24 et ce qui deviendrait les croiseurs de bataille de la classe Stalingrad. Le travail sur le projet 24 a progressé lentement, car Staline s'était fixé sur les Stalingrad, et une partie de la raison de l'énorme différence de taille par rapport aux Iowa semble avoir été quelque chose que je ne peux qu'imaginer être un agent de la CIA identifiant un espion russe, puis décidant de jouer à un jeu, de voir exactement combien de bêtises je peux lui donner avant qu'il ne se rende compte, avec la réponse étant autant que vous le pouvez. Quel que soit le processus exact, les notes soviétiques de cette période indiquent qu'ils croyaient que la classe Iowa avait une armure de ceinture de 19 pouces d'épaisseur et était capable de plus de 35 nœuds. En conséquence, le déplacement et le calibre des canons ont de nouveau augmenté jusqu'à ce que Staline leur dise de rester avec les canons de 16 pouces ou, sinon, et plus tard en 1950, le ministre de la Marine a également ordonné un retour à un simple déplacement de 75 000 tonnes. Le nombre de canons secondaires a été réduit en les montant sur la ligne médiane, permettant d'éliminer leur paire opposée sur les ailes, mais le ministère de la Construction navale est intervenu. La conception des navires soviétiques impliquait souvent plusieurs autorités concurrentes. Ils ont proposé une idée entièrement nouvelle, un navire beaucoup plus petit, dont 2 ou 3 pourraient en théorie être construits pour le coût du seul monstre naval. Ces petits navires pourraient également couvrir les exigences du projet 82, les Stalingrad, et permettraient ainsi de produire une seule série d'un type de navire de guerre.
Pour affronter les monstres fantastiques Iowas qu'il croyait exister, il a été suggéré de faire revivre une tactique utilisée par la marine impériale russe pendant la Première Guerre mondiale en mer Noire, mais avec des équipements radio et radars plus modernes. Et cela consistait simplement à faire naviguer plusieurs de ces petits navires ensemble et à lier leur système de contrôle de tir afin que tous les navires tirent en même temps sur la même cible. Cela avait fonctionné jusqu'à un certain point en permettant aux pré-dreadnoughts russes de faire face au cuirassé Yavuz Sultan Selim, l'ex-Goban, supérieur individuellement lors de la Première Guerre mondiale, donc sûrement que la technologie moderne rendrait la tâche encore plus facile. Bien sûr, si vous affrontiez ce monstre de l'Iowa et qu'il faisait sauter un des navires hors de l'eau, vous aviez encore 2 autres navires pour continuer à tirer. Le bon camarade a ensuite fait son apparition, et des recommandations ont émergé pour que chaque navire dispose d'un petit nombre de canons de 18 pouces, avec une batterie secondaire extensive d'armes de grade de croiseurs lourds pour tirer des explosifs à haute altitude, l'objectif étant ostensiblement de détruire le contrôle de tir et le radar ennemi sous une grêle d'obus. Après qu'on leur a expliqué qu'ils n'essayaient pas réellement de recréer des pré-dreadnoughts et que, de toute façon, l'Union des républiques socialistes soviétiques n'avait pas réellement de canon de 18 pouces, 3 designs ont alors été élaborés. Tous avaient une armure de 10 pouces sur les magasins, avec 7 pouces ailleurs, avec des ponts d'environ 5 pouces d'épaisseur et des vitesses de juste plus de 30 nœuds, sauf pour le plus grand design qui était censé atteindre presque 33 nœuds. La raison de l'armure de 10 pouces était qu'on supposait que les navires se battraient presque à l'étrave. Les batteries anti-aériennes étaient également identiques, 12 canons jumelés de 57 mm et 12 canons quadruples de 25 mm. Cependant, les batteries principales différaient grandement. Le plus petit navire avait un déplacement standard de 29 700 tonnes et disposait d'une seule tourelle triple de 16 pouces à l'avant et d'une tourelle quadruple de 7,1 pouces à l'arrière. La superstructure sur les 3 designs était assez basse et les navires étaient conçus, comme dit, pour combattre proue en avant. Donc on suppose que cette combinaison de facteurs avec la superstructure était pour permettre à la tourelle arrière de tirer par-dessus la superstructure tant qu'elle était à une haute élévation. Elle était assurément assez loin derrière pour le faire. Le design suivant, malgré les instructions, avait une tourelle jumelle de 18 pouces à l'avant et une tourelle quadruple de 8,7 pouces à l'arrière, probablement que le concepteur n'avait pas encore reçu le mémo interdisant les 18 pouces, et le design final, qui était le plus rapide, était de 39 250 tonnes, ce qui était loin d'être petit, et il avait une tourelle jumelle de 16 pouces à l'avant avec une tourelle triple de 16 pouces superposée à celle-ci, pour un total de 5 canons principaux et une tourelle quadruple de 7,1 pouces montée vraiment loin en arrière. Ayant décidé qu'il aimait l'idée d'au moins l'un de ces navires plutôt étranges, le ministère de la Marine a ordonné que des études plus détaillées soient effectuées, mais ensuite Staline est mort et avec un soupir de soulagement collectif, toute l'idée a été rapidement abandonnée et oubliée. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, personne n'a construit de nouveaux cuirassés après la fin du monde. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un